poursuivre ce qui a été dit, je vais dire dans la continuité, mais les choses sont un petit peu différentes, mais pour poursuivre sur la question des chiffres, ça a été abordé très brièvement pour laisser toute la place à Sandrine Spetter pour vous en parler. Il y a derrière tous ces mécanismes d'assurance et de réassurance et de couverture des risques un rôle aujourd'hui de plus en plus important pris par les marchés financiers. Et ces marchés financiers, ou ces techniques issues des marchés financiers, si vous voulez, garantissent d'une certaine manière la pérennité du système en permettant donc la circulation des risques couverts. Et je donne la parole sur ce sujet à Sandrine Spetter. Merci beaucoup. Merci de cette invitation à cette table ronde, qui n'est pas très ronde, mais à cette table, sur la couverture des risques majeurs. J'aime beaucoup notre complémentarité juridique, actuarielle et puis économiste pour ma part. Ça montre, alors on pourrait mettre bien sûr d'autres disciplines à notre table, puisque c'est un sujet qui intéresse effectivement d'autres spécialistes aussi. Alors pour ma part, je vais rebondir un peu sur ce qui a pu être dit et essayer d'être complémentaire justement, mais avec ma casquette d'économiste, puisque je travaille plutôt sur les questions de gestion des risques. Alors l'économiste, certes, évalue, calcule, mais il réfléchit aussi aux manières, avec les mathématiciens, mais parfois aussi sans, aux manières de couvrir les risques au mieux et aux incitations que certains outils, ça peut être des outils législatifs, certaines réglementations, les incitations que certains outils vont générer auprès des entreprises pour qu'elles soient incitées, sans qu'on soit obligé de les obliger, pour qu'elles soient incitées à investir dans des techniques de prévention, de protection et dans les meilleures couvertures, notamment d'assurance qui soient. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'assez spécifique qui complète vraiment la présentation de Benoît Liot, puisque je vais vous parler d'outils financiers que l'on trouve sur les marchés financiers qui permettent de compléter les couvertures d'assurance, mais également de réassurance, puisqu'on a bien compris que l'assuré, nous assurons auprès d'assureurs, l'assureur se réassure auprès de réassureurs, et là, je vais vous montrer qu'il peut aussi le faire avec ou sans les réassureurs, mais sur les marchés financiers. Et puis, on a bien compris aussi que les réassureurs eux-mêmes se réassuraient. Et au final, ça fait une boucle. Alors, est-ce qu'elle se perd? C'est la grande question, mais en tout cas, la boucle existe, c'est certain. Elle s'est perdue à un moment donné sur les marchés financiers. Pour l'instant, elle ne se perd pas trop sur les marchés d'assurance et de réassurance, et c'est tant mieux. Alors pourquoi aller sur les marchés financiers? La chose qu'il faut peut-être avoir en tête pour bien comprendre la teneur de mon intervention là, c'est de se dire que les marchés financiers ont toujours été très créatifs, notamment ces dernières dizaines d'années, et aujourd'hui proposent des contrats. On va en voir deux, et puis je vous donnerai des exemples concrets d'utilisation de ces contrats. On développait des contrats, des actifs financiers un peu complexes, qui permettent de gagner, je le dis volontairement, de gagner de l'argent sur le marché financier au moment où on va en perdre sur le marché physique suite à une catastrophe naturelle ou une catastrophe technologique. Donc l'idée, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire dans les journaux ou peuvent nous dire on en a discuté avec Benoît juste avant, lorsqu'on a des conférences sur ces thèmes, l'idée selon laquelle les marchés financiers s'enrichissent grâce aux catastrophes naturelles n'est pas juste. En fait, on raisonne à l'envers. C'est qu'on va permettre une meilleure indemnisation, une meilleure compensation financière des victimes de catastrophes naturelles, des victimes de catastrophes technologiques, grâce à des placements adaptés qui auront été faits sur les marchés financiers, qui ne rapportent rien à l'État, par exemple l'État californien, je vous dirai d'ici quelques minutes comment il a utilisé les marchés financiers, mais qui ne rapporteront rien à l'État californien tant qu'il n'y a pas de tremblement de terre. En revanche, qui vont lui permettre de gagner de l'argent sur le marché financier au moment d'un tremblement de terre et d'utiliser cet argent pour compléter l'assurance privée notamment. Voilà un peu l'idée qui sous-tend mes propos ce matin. Alors pourquoi aller sur les marchés financiers alors que les assureurs et réassureurs pourraient faire la même chose? Mais parce qu'en fait, et Céline l'a évoqué,
Il y a une différence importante entre les risques majeurs, naturels, technologiques, et nos risques de tous les jours, automobile, habitation. Si demain ma maison brûle, c'est une catastrophe pour moi. Ça n'est pas du tout une catastrophe financière pour l'assureur parce qu'il a les moyens de couvrir ma maison. Je suis un tout petit risque dans son grand portefeuille. En revanche, si demain ma maison s'écroule parce qu'il y a eu un tremblement de terre sur toute la région alsacienne, hein, on a une vulnérabilité au tremblement de terre dans le sud de l'Alsace, du côté de Bâle-Mulhouse, donc frontière française et suisse. Là, ça devient un peu plus problématique pour un assureur, surtout s'il n'a pas regardé de plus près ces problématiques de réassurance, parce que quand Sandrine va venir le voir pour sa maison, Benoît, qui habite dans le sud de l'Alsace, va venir le voir aussi. Alors Benoît, vous n'avez plus de maison du tout, puisque vous êtes sur la faille. Céline, qui habite entre les deux, va venir le voir aussi, parce qu'elle a une partie de sa maison qui s'est écroulée, etc., etc. Et donc, l'assureur va se retrouver avec nombre de demandes d'indemnisation en même temps, et c'est là que peuvent se créer des problèmes de solvabilité. D'où l'intérêt de se réassurer. Mais le réassureur peut avoir le même problème. Si demain on a une très grande catastrophe naturelle, ou si on regarde, par exemple, vous les avez cités, Irma, Maria, Harvey, les incendies en Californie, en Australie, il y en a eu en 2016 aussi en Californie. Si on regarde tout ça, les réassureurs aussi peuvent être parfois mis en difficulté par rapport à la solvabilité sur certains risques. Du coup, on se dit, allons voir du côté des marchés financiers ce qui s'y passe. Pourquoi ? Parce que si on regarde un peu les chiffres, alors est-ce que j'en ai mis, oui, regardez juste les derniers peut-être, ou le chiffre qu'il y a en face de 2000, l'année 2000. En 2000, si on regarde la capacité du marché américain de l'assurance, capacité c'est en gros, hein, je fais court, mais c'est l'ensemble des cotisations et des primes collectées. Ce sont les fonds propres, il n'y a pas que les primes dans les fonds propres, mais la capacité du marché de l'assurance US, à l'époque en 2000, c'était seulement 3 fois la valeur de l'ouragan Andrew. Andrew, c'était 30 milliards. Donc les marchés avaient, les assureurs avaient dans leur caisse 90 milliards pour couvrir toutes les catastrophes sur l'année. Un Andrew c'est 92, donc si on le ramène à 2000, ça peut être plus gros encore que 30 milliards. Un Andrew va déjà ponctionner un tiers de la caisse. Au même moment, les marchés financiers, donc on est marché financier 2000, aujourd'hui c'est bien plus, les marchés financiers avaient 50 fois plus dans les caisses. Si vous prenez 2009, les primes d'assurance dans le monde, primes d'assurance, je ne parle pas de réassurance, là vraiment d'assurance, donc Benoît nous a donné quelques chiffres avant, correspondaient à environ 2,3% de la valeur de tous les actifs financiers. Donc on est allé voir les financiers, les spécialistes de la couverture sont allés voir les marchés financiers et se sont dit là il y a de la capacité. Comment peut-on l'utiliser ? Et de là sont nés pas mal d'outils, alors qui servent à couvrir, je vais vous en présenter un notamment, qui servent à couvrir les CatNat, mais pas seulement. Alors, un des points, effectivement, je disais, Céline l'avait évoqué, un des points qui caractérise les risques majeurs, c'est finalement le fait qu'on puisse avoir beaucoup de sinistres en même temps, et dans le jargon économique et actuariel aussi, ou statistique, on va dire que les risques sont corrélés. Ça veut dire, corrélé veut dire dépendant les uns des autres. Pour un événement, si Benoît observe que je suis sinistré, la probabilité pour que Marc-Olivier qui habite à côté de moi soit sinistré est égale à 1. On est parfaitement corrélés. Si je vais voir mon assureur, Marc-Olivier ira voir le sien également. Il n'y a plus de risque, c'est une certitude. Donc ça pose des soucis de couverture. L'actif financier dont je vais vous parler, qui s'appelle obligation sur catastrophe naturelle ou sur catastrophe, je vais en dire 2 mots pour vous expliquer concrètement comment ça fonctionne, a l'avantage de reposer sur des choses non financières et notamment des valeurs de catastrophe naturelle. Pourquoi les marchés financiers aiment bien aujourd'hui proposer des actifs financiers qui payent lorsque des choses non financières se passent? C'est parce qu'il y a justement de l'indépendance, on peut en discuter, on pourra en discuter à long terme en tout cas, mais il y a une indépendance entre la probabilité qu'une catastrophe naturelle survienne et la probabilité qu'un krach boursier survienne ou qu'une bulle explose. Si demain j'observe un tremblement de terre en Californie, il n'y a aucune raison que la probabilité, a priori, il n'y a aucune raison que la probabilité qu'une crise financière
s'observe augmente. Je dis a priori parce que si la catenate est tellement grosse qu'elle bouge tout le monde et qu'elle empêche les entreprises de travailler, il peut y avoir quand même un impact. Mais l'impact est quand même, je vous vois réagir, l'impact est quand même minime par rapport à un effondrement d'un marché, par exemple le marché des nouvelles technologies et son impact sur l'ensemble des marchés financiers. Alors, je vais peut-être avancer. Ces points-là, je reviendrai là-dessus après, puisque pour l'instant, ils ne veulent pas dire grand-chose, tant que je ne vous ai pas présenté au moins un instrument, qui est l'obligation sur catastrophe naturelle. Alors, comment ça fonctionne ? Imaginez, enfin, n'imaginez pas, puisque on est tous un peu dans ce cas-là, on a contracté un emprunt pour acheter notre maison, acheter notre appartement. Cet emprunt, c'est ce qu'on appelle aussi une obligation, même si c'est un terme qu'on n'utilise pas sur le marché des particuliers. Une obligation, c'est ça, un prêt, un emprunt avec des intérêts qui courent et un capital à rembourser. Donc l'obligation classique, on la connaît, c'est notre emprunt bancaire, les entreprises empruntent, les États empruntent. Maintenant, si dans le contrat est stipulé que vous ne rembourserez votre banquier que si votre maison n'est pas incendiée ou que s'il n'y a pas de tremblement de terre dans la région, eh bien, vous avez finalement signé avec lui, alors pour l'instant on ne peut pas le faire avec les particuliers, mais vous avez signé avec lui un contrat d'obligation sur catastrophe naturelle. Donc, ce qui change avec un contrat d'obligation classique ou de dette classique, c'est cette fameuse clause ou cette option qui vous permet de stopper le paiement de votre emprunt ou de stopper le paiement des intérêts, ça dépend ce que vous avez mis dans le contrat, parce que vous subissez une catastrophe naturelle. C'est ça, une obligation sur catastrophe naturelle. Je vais vous donner des exemples concrets. En 2006, il y avait la Coupe du monde de foot en Allemagne. La Fédération internationale, donc 2006, on est 5 ans après 2001, la Fédération internationale de football a émis ou a demandé à un assureur ou un réassureur, je ne sais plus si c'est assureur ou réassureur, d'émettre une obligation, donc d'acheter, ou de vendre, une obligation avec comme clause le fait que l'assureur payerait une somme conséquente à la FIFA si jamais la Coupe du Monde était annulée ou reportée pour cause d'attentat. Donc il y avait un événement, ce qu'on appelle le déclencheur, le trigger en anglais, le déclencheur ici de la clause, c'était attentat, pas autre chose, attentat. Donc ça permettait à la FIFA de se protéger, de se couvrir finalement via les marchés financiers. Un autre exemple, donc je comptais parler un peu à la fin, mais peut-être que ça va être plus parlant là. La Californie, on n'a pas le temps de parler de son système d'indemnisation des catastrophes liées au tremblement de terre, mais la Californie, l'État californien émet régulièrement des obligations sur tremblement de terre. Ce sont des contrats qu'elle vend, alors on va voir à qui, à des investisseurs sur les marchés financiers, qu'elle vend. Et dans ce contrat est stipulé que si demain un tremblement de terre se passe, l'État californien arrête de payer les intérêts. Mais la dette, elle en fait quoi? Alors dans ce contrat, elle continue de payer le capital. Et où est ce capital? En fait, ce capital va être logé dans ce qu'on appelle, en termes financiers, un véhicule de titrisation. Autrement dit, une structure juridique existe. C'est un tiroir. La Californie, l'investisseur qui a prêté l'argent au début, c'était Warren Buffett, le multimilliardaire qui prêtait dans ces cas-là, parce qu'on peut quand même perdre beaucoup. L'investisseur a prêté 100 à la Californie, les 100 sont mis dans un tiroir. Pendant tout le temps, il n'y a pas de tremblement de terre. L'État californien verse des intérêts à l'investisseur. C'est comme ça qu'il gagne, lui, de l'argent et qu'il accepte de vendre ce contrat-là. Si demain un tremblement de terre se passe, la Californie ouvre le tiroir, prend les 100, les utilise pour couvrir ou pour compléter l'assurance privée, qui est très vite plafonnée quand les tremblements de terre sont importants, et puis dit à l'investisseur, bien maintenant ça suffit, je ne paye plus, j'ai le droit, via ce contrat, j'ai le droit de ne plus payer les intérêts. Donc voilà typiquement un système de couverture qui est possible grâce au marché financier et qui peut être mis en place sans passer par les réassureurs classiques ou les assureurs. Dernier exemple, et puis ensuite on va regarder un peu pourquoi, enfin les avantages de ce système-là par rapport à la réassurance classique et puis également le fait qu'on puisse rendre les choses un peu complémentaires. La Banque mondiale a émis ou émet encore
continue d'émettre des obligations sur catastrophes naturelles. Pour quoi faire? Pour aider les pays dans des zones vulnérables, les pays africains notamment, à se couvrir contre des catastrophes naturelles, et donc tout ce qui est notamment grêle, invasion d'insectes, sécheresse, sachant que là-bas, il n'y a pas forcément, dans ces pays, on n'a pas forcément de système d'assurance développé comme chez nous, et même chez nous, c'est très vite plafonné. Si vous demandez à un petit agriculteur d'un pays en voie de développement de verser sa prime à une société d'assurance, d'abord il faut qu'il y en ait une. Si vous lui dites versez votre prime à l'État, l'État va, comme en France, va organiser un système. On sait qu'il y a tellement de corruption que les primes, on ne les voit jamais. En revanche, on peut dire aux petits agriculteurs, versez votre prime à la Banque mondiale qui lance des programmes sur place. La Banque mondiale collecte les primes, s'adresse à des entreprises spécialisées qui vendent ensuite des contrats du type obligation sur catastrophe naturelle. Et si demain une catastrophe naturelle devait se réaliser, c'est la Banque mondiale qui ferait l'intermédiaire entre l'investisseur qui paye les sommes et puis les agriculteurs qui, eux, ne comprennent rien, ne connaissent pas le système, c'est trop complexe. Dans les entreprises, on a des armadas de juristes qui s'occupent de ça. Eux ne savent pas du tout ce qui se passe, mais la Banque mondiale joue le rôle de tiers de confiance dans cette relation-là, et la Banque mondiale va permettre l'indemnisation. Donc les marchés financiers, on les regarde souvent comme des méchants, mais non, là, ils permettent de générer des fonds financiers lorsqu'on en a besoin sur les marchés physiques. Alors, plaçons-nous maintenant du côté de celui qui vend le contrat. Pourquoi, si je suis sur les marchés financiers et que j'investis sur les marchés financiers, pourquoi est-ce que je vendrais un contrat comme ça à la Californie en me disant, de toute façon, des tremblements de terre, il y en a, c'est une zone vulnérable, et donc un jour, je ne vais plus avoir d'intérêt? Eh bien, parce que en finance, quand on veut gagner de l'argent, mais ne pas prendre trop de risques non plus, on constitue ce qu'on appelle un portefeuille diversifié, c'est-à-dire que dans un panier, on va mettre des actifs de différents secteurs. On va éviter de mettre des actifs d'un même secteur, parce que si le secteur se casse la figure, c'est tout mon portefeuille qui se casse la figure. Et donc, on va chercher ce qu'on appelle des actifs financiers plutôt indépendants les uns des autres. Bon, à un moment donné, on n'en a plus. Donc, si vous avez des actifs financiers qui prennent de la valeur parce qu'il s'est passé quelque chose de non financier, comme une catastrophe naturelle, pour vous, investisseurs, c'est bon, parce que c'est indépendant de ce qui se passe sur le marché financier. Et donc, vous pouvez avoir un intérêt à acheter ces actifs-là. Donc, vous êtes prêt à les payer éventuellement un peu plus cher qu'un autre actif. Dans le même temps, vous allez toucher donc, des intérêts sur des obligations notamment qui sont plus élevés, puisque tout risque se rémunère, se paye. Une obligation sur 4 nat, j'ai un risque plus élevé de défaut de la part de l'émetteur, puisque d'abord, il peut ne pas me rembourser les intérêts parce que demain, je ne sais pas, moi, l'État californien fait défaut. Il n'y a rien à voir avec une catastrophe naturelle, mais j'ai un risque supplémentaire ici, c'est que l'État californien peut être en droit de ne plus me les payer parce qu'il y a eu une catastrophe dans l'État. Donc je parle tremblement de terre, ça pourrait très bien être des contrats liés aux incendies. Et donc j'ai un double risque, et double risque veut dire rémunération plus élevée. Donc on trouve des investisseurs aujourd'hui de plus en plus qui sont prêts à aller vendre ces contrats-là, soit des investisseurs qui sont des personnes physiques, soit effectivement des sociétés spécialisées. Quel est l'autre avantage de ces contrats-là? C'est que, en fait, je l'ai évoqué avant, on peut avoir des problèmes de solvabilité de l'assureur, du réassureur aussi, si les catastrophes sont vraiment trop importantes. Le marché financier, je vous ai donné les ordres de grandeur, limite quand même ces risques de défaut, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de détailler, mais aujourd'hui, les contrats dont je vous parle, on arrive à les diviser et à vendre des morceaux de contrat, ce qui fait qu'un investisseur ne va pas être obligé de renoncer à des intérêts pour tout tremblement de terre entre 4 milliards et 100 milliards. Il peut acheter un contrat qui ne couvre que 4 milliards à 8 milliards. Et du coup, il va perdre les intérêts si le tremblement de terre générait des sinistres entre 4 et 8 milliards. Si c'est au-dessus, lui n'est pas impacté, c'est quelqu'un d'autre qui a vendu un autre contrat qui sera impacté. On appelle ça des stop-loss, des contrats stop-loss, qui permettent aussi à l'investisseur de stopper, de plafonner sa perte si jamais il devait y avoir une catastrophe naturelle. C'est fait pour améliorer la liquidité du marché, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, pour inciter des investisseurs à acheter ces contrats-là à l'État californien, par exemple, ou à la Banque mondiale.
là, c'est un peu plus technique, je vais le rendre non technique. On a beaucoup de problématiques entre un assureur et un assuré, et nous-mêmes, on les connaît bien, nous-mêmes, personnes ayant des risques à assurer. Beaucoup de problèmes d'asymétrie d'information. Quand vous allez voir votre assureur, vous lui dites bien sûr que je porte ma ceinture de sécurité, bien sûr que je respecte les limitations, bien sûr que je ferme ma maison à clé et que j'ai une porte sécurisée. Donc l'assureur, s'il vous croit, va vous demander une prime d'assurance en relation avec ce que vous lui avez dit. Activité de prévention, je roule moins vite, je fais diminuer la probabilité d'accident. Activité de protection, j'ai des extincteurs chez moi. Et donc, ce n'est pas l'extincteur qui va diminuer la probabilité que ma maison prenne feu si quelqu'un lance un cocktail Molotov. En revanche, une fois qu'elle a pris feu, je peux limiter les dégâts. C'est de la protection. Je limite la gravité du sinistre. Le problème, c'est que l'assureur doit vous croire sur parole s'il ne se déplace pas. Et il ne peut pas se déplacer tout le temps pour aller tout vérifier, parce que ça coûte beaucoup trop cher et qu'il a fait ses calculs. Donc, il ne va pas se déplacer tout le temps. Il va nous faire un peu confiance et rajouter un peu de prime en disant ça c'est pour la fraude qu'il va y avoir derrière. Donc on paye tous pour la fraude de nos voisins, parce que personne ne fraude, sauf nos voisins. Donc on paye tous pour la fraude de nos voisins et on paye tous pour le mauvais comportement des mauvais conducteurs sur les routes. Nous, on n'est pas mauvais conducteurs, hein, parce que vous posez la question aux Français, tout le monde roule mieux que la moyenne. Alors allez leur expliquer ce qu'est une moyenne, ça devient plus compliqué hein, quand tout le monde est en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral en économie. C'est le fait que dans un contrat, vous êtes obligé de rajouter des choses. Là, c'est de rajouter de la prime, donc rendre le contrat plus coûteux. Parce que quand vous signez le contrat avec l'autre partie, vous ne savez pas tout ce qu'elle va faire. Et si c'est coûteux pour elle de faire des efforts de prévention, de protection, elle peut avoir intérêt à ne pas les faire. Elle va arbitrer entre les faire, ne pas les faire. Et donc, on a un coût supplémentaire lié à cette problématique d'aléa moral entre assureur et assuré, mais il me semble que vous l'avez aussi entre assureur et réassureur, parce qu'un réassureur l'assureur peut très bien se dire de toute façon, j'ai un réassureur qui couvre très bien mes pertes si jamais mes assurés viennent tous me voir en même temps. Donc, il peut aussi être amené éventuellement à avoir une gestion des risques qui serait pas très adaptée, en tout cas pas adapté finalement à ce que vous avez mis dans vos propres primes sur les contrats ou ce que vous appelez les traités. Voilà. Alors vous allez me dire, on fait quoi sur les marchés financiers ? Bien, les marchés financiers arrivent à répondre partiellement à cette question-là en proposant des contrats dont les déclencheurs d'indemnisation ne vont pas être les pertes d'une entreprise ou d'un émetteur, mais les pertes de tout un secteur. Par exemple, si moi je suis une entreprise qui veut couvrir un risque industriel, prenons cet exemple-là, lié à l'activité du secteur, la chimie par exemple, c'est peut-être pas un bon exemple. On va rester sur la CatNat. Je suis une entreprise agroalimentaire, pas un petit agriculteur, mais une entreprise agroalimentaire américaine. J'ai une armada de juristes et j'envoie mes juristes voir des sociétés spécialisées pour qu'ils émettent des contrats pour nous d'obligations sur catastrophes naturelles. Si le contrat stipule que moi, entreprise agroalimentaire, je vais récupérer une certaine somme d'argent si jamais je suis sinistrée par un événement de grêle ou une attaque d'insectes, si le contrat stipule que la somme dépend non pas de mes propres pertes, mais des pertes de tout le secteur, je supporte ce qu'on appelle en finance un risque de base. Autrement dit, je vais récupérer de l'argent quand je vais être sinistrée, mais la somme que je vais récupérer ne dépend pas complètement de mes pertes, mais dépend des pertes du secteur. Dans ce cas-là, je peux être inciter moi-même à investir dans des mesures de prévention des risques ou de protection des risques pour justement limiter l'écart qui peut survenir entre mes propres pertes et celles du secteur. Imaginez, le secteur a fait en moyenne une perte de 100, mais moi, dans ce secteur-là, je suis l'entreprise la plus impactée, j'ai fait 120. Je ne récupérerai pas tout parce que l'indemnisation du contrat, de l'obligation notamment, ou de l'option dont je vais vous parler, est basée sur les 100 et pas sur les 120. Donc, ça pose un problème de complétude de la couverture, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas complètement couverte, mais en assurance, on a ça aussi. C'est quoi sont nos franchises ? Pourquoi il y a des franchises dans nos contrats ? Pas parce que les assureurs sont des voleurs, mais pour deux raisons. D'abord parce que ça coûte moins cher d'avoir une franchise, puisque cette franchise-là, c'est du sinistre pas indemnisé, donc c'est pas tarifé.
Et en même temps, et c'est une des raisons de départ de la franchise, d'existence de la franchise, ça crée des incitations. Si on sait qu'à chaque fois qu'on a un sinistre, on a 1 000 € à rembourser, on va peut-être faire attention un peu plus à ne pas générer on va faire un peu plus attention à ce que ce sinistre n'arrive pas par rapport à quelqu'un qui est tout le temps complètement couvert. Ben là, c'est exactement la même chose. Le risque de base en finance, certes, ne permet pas de tout couvrir, mais le fait qu'on décale ou qu'on décorrèle, qu'on rende indépendant l'indemnité de l'entreprise de ses propres pertes, va l'inciter à investir par elle-même dans des mesures de prévention ou de protection. Donc voilà un des avantages aussi d'aller vers ce qu'on appelle cette fameuse titrisation. L'antisélection, c'est autre chose. Là, c'est typiquement vous, réassureurs, SCOR est un gros réassureur, vous pouvez avoir des liens forts avec des assureurs parce que vous les avez dans votre portefeuille depuis des années, des années, des années. Et si l'assureur a envie de quitter son réassureur, il y a ce qu'on va appeler des coûts d'agence ou des coûts liés à l'antisélection qui vont se présenter parce que SCOR, admettons que ce soit moi l'assureur, SCOR me connaît très bien, du coup est capable de me proposer des contrats adaptés, de faire de la tarification au plus juste. Si maintenant je quitte SCOR, SCOR n'a pas forcément envie de donner les informations me concernant sa relation contractuelle avec moi depuis 10 ans à mon nouveau réassureur, qui est un concurrent. Et du coup, toute la relation doit de nouveau se faire, on doit reprendre au début. Et en général, les primes du nouveau réassureur vont intégrer cette méconnaissance-là. Asymétrie d'information qui a un coût. Sur les marchés financiers, c'est différent, puisqu'encore une fois, si le déclencheur d'indemnité, c'est la perte du secteur, l'indicateur ou l'indice qui va être construit ne dépend pas du tout de caractéristiques de mon entreprise agroalimentaire, plutôt celle du secteur. Et en général, les analystes financiers ont des données sur tous les secteurs et donc il n'y a pas de problème d'asymétrie d'information. Donc voilà aussi des avantages. Il y a des inconvénients, des limites, on va en parler. Alors je vais terminer sur un autre contrat qu'on trouve dans finance, qu'on achète sur les marchés financiers et qui permettent de couvrir également des catastrophes naturelles sans passer forcément par les assureurs, les réassureurs, pour les entreprises, mais contrats, parce qu'en fait je dis l'entreprise, donc ces contrats-là sont émis par des entreprises, mais très souvent les entreprises passent quand même par des assureurs ou des réassureurs pour les aider dans leur démarche. J'y suis là? Non, c'est pas ça. Là-dessus, on a des indices boursiers mondiaux et vous regardez juste la courbe, il est en veille, on l'avait éteint, voilà. J'arrive pas à lire parce que j'arrive pas mes lunettes, mais il doit y avoir ici en jaune, il doit y avoir la courbe des... Voilà, merci. Et des obligations d'État. Et au-dessus, vous devez avoir les obligations convertibles. Les obligations sur 4 nat. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand il y a eu la crise financière, les marchés financiers se sont cassés la figure et les obligations sur catastrophes naturelles sont restées assez stables. Ce qui fait dire à certains analystes financiers qu'effectivement, le fait que le support ou le déclencheur de la valorisation du contrat, ce déclencheur n'est pas financier, rend ces contrats-là attractifs pour les investisseurs, notamment dans des périodes d'instabilité financière, parce que ces contrats-là ne vont pas perdre de la valeur. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu la crise financière que l'État californien a arrêté de payer ses intérêts. Il n'y avait pas de tremblement de terre en 2008, donc l'État californien a continué à payer des intérêts, a continué à rembourser le capital de sa dette, etc. Le contrat n'a pas perdu de valeur. Alors qu'une obligation sur une entreprise du secteur automobile, crise 2008, on peut le faire en 2011 aussi avec Fukushima, beaucoup d'entreprises ont été impactées parce qu'elles avaient des fournisseurs là-bas. On a des entreprises qui ont fait défaut, qui n'ont plus remboursé le capital parce qu'en fait, elles ont été mises en difficulté par les marchés financiers. Donc les valeurs de ces contrats-là se sont effondrées. Donc ça, c'est juste une courbe qui montre que finalement, ces contrats-là ont aussi un intérêt, mais je l'ai dit au départ, de diversification. Je termine. Bon, là, c'est peut-être un peu technique, alors je le dis simplement parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus tard, mais il y a quand même un inconvénient à l'obligation, c'est qu'avant, je vous ai dit, j'ouvre le tiroir, l'investisseur a mis 100 dedans,
et ces 100 restent là, et si demain j'ai un sinistre, j'ouvre le tiroir, je prends ces 100 et je vais compléter l'assurance privée. Pendant tout le temps où il n'y a pas de catastrophe naturelle, les 100 sont bloqués. Ils ne peuvent pas servir à faire autre chose. Or, les réassureurs sont capables, avec 100, de couvrir non pas un risque pour l'État californien, ils sont capables d'en couvrir plusieurs, par des effets de diversification et mutualisation, etc. Donc il y a un souci quand même avec ces obligations, c'est que certes, il n'y a pas de risque de défaut, c'est-à-dire à partir du moment où l'argent est mis dans le tiroir, il est là, il existe, il sera payé, mais pendant ce temps, il n'est pas utilisé pour autre chose. En économie, on parle beaucoup de coûts d'opportunité, c'est que pendant ce temps, vous ne faites rien avec cet argent-là. Il ne dort pas parce qu'il y a des intérêts qui tombent, mais un peu quand même. Deuxième et dernier instrument, je vais faire très vite, et je vais tout simplement vous donner un exemple. HDD, CDD, GDD. HDD veut dire heating, chaleur, degree day. C'est quoi? C'est un indice qui prend la valeur de coté sur le marché de Chicago, qui prend la valeur de 0 lorsqu'il fait 65 degrés Fahrenheit. D'accord? À un moment donné, un moment où il faut faire 65 degrés Fahrenheit par exemple, et qui va prendre de la valeur lorsque la température de saison lorsque la température un mois précis est plus basse que la température qu'il devrait faire en cette saison. Exemple, demain il fait 25 degrés sur toute la France. D'accord? On est au-dessus des températures de saison. Ça va profiter à qui? Ça va profiter aux terrasses. D'accord? Ça va moins profiter aux vendeurs d'énergie de chauffage. Donc eux vont faire des pertes. Ils ont la possibilité, grâce, alors pas le HDD du coup dans mon exemple c'est le CDD, ils ont la possibilité, grâce à cet indice CDD, je vais vous dire tout de suite comme ça et je terminerai là-dessus, ils ont la possibilité de se couvrir, c'est-à-dire qu'ils vont perdre de l'argent sur le marché physique parce qu'ils vont vendre moins d'énergie de chauffage, on va tous couper nos chauffages demain. Mais au même moment, ils vont récupérer de l'argent sur le marché financier parce que cet indicateur CDD a pris de la valeur. Pourquoi? Si demain, prenons des degrés Celsius et prenons 20 degrés, demain, je ne sais pas, température de saison, c'est quoi en ce moment à Paris? Demain, il devrait faire quoi? 18, voilà. 14, et on part sur 14, et en fait, il en fait 25 demain, donc il en fait 11 de plus. Donc le CDD, Cooling Degree Day, qui nous donne le nombre de degrés supplémentaires par rapport à la température de saison, vaut 11. Eh bien moi, je suis entreprise d'énergie, je vends de l'énergie, j'ai signé, pas aujourd'hui parce que les 25 degrés sont certains, c'est plus un risque, mais j'ai signé il y a 2 mois un contrat avec un investisseur ou une entreprise spécialisée dans ce type de contrat. J'ai signé un contrat qui dit que si on est quelle date demain? Si le 14 avril ou si au mois d'avril, il y a des journées à plus de 14 degrés, je récupère, cet investisseur s'engage à me payer pour chaque degré supplémentaire 100 000 €. Parce que moi, j'ai calculé que je perds à chaque fois que la température augmente de 1 degré par rapport à la température de saison que j'avais pris en compte dans mes anticipations de vente d'énergie, eh bien, je perds 100 000 €. Ce contrat-là me couvre contre le dérèglement climatique, parce que certains vous diront, pas tous, mais certains vous diront que 25 demain, c'est du dérèglement climatique, c'est pas normal. Voilà. Donc typiquement, ça c'est ce qu'on appelle un contrat, un contrat d'option sur catastrophe naturelle. Pourquoi d'option? Parce qu'en achetant ce contrat, j'ai l'option d'acheter l'indice à la valeur de 11 fois, là j'avais combien? 11 degrés de plus, 11 fois 100 000. Autrement dit, quand j'achète l'indice, c'est-à-dire que la personne me paye cette différence. Donc sur le marché financier, j'ai perdu 11 degrés fois 100 000, mais sur le marché financier, je les ai récupérés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des options sur catastrophes naturelles. Il en existe dans beaucoup de secteurs. Là, on a l'industrie agroalimentaire qui utilise ces indicateurs. Le tourisme, imaginez une station de ski, pas de neige. Voilà. Là, elle va utiliser le CDD, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aimer s'il fait trop chaud. Les stations balnéaires méditerranéennes, je ne parle pas de la Bretagne parce qu'on n'y va pas pour le climat, mais pour la belle région et pour beaucoup d'autres choses. Mais en général, quand on va vers la mer Méditerranée, c'est surtout pour le climat. S'il fait trop froid, c'est la catastrophe pour les hôtels. Donc eux vont prendre des positions plutôt sur le HDD. Le GDD, c'est l'agriculture. L'État californien peut aussi acheter demain des options, cette fois-ci sur un indicateur qui dépendra de l'échelle de Richter. Au-delà d'un certain niveau sur l'échelle de Richter, le contrat stipule qu'il prend de la valeur. Par exemple,
pour un indicateur à 4, il n'y a rien qui se passe, mais quand on passe à un tremblement de terre à 5, l'indicateur prend un point. Si dans mon contrat, j'ai noté que plus 1 sur l'échelle de Richter, ça veut dire 500 millions, l'investisseur s'engage à me les payer, ces 500 millions. L'avantage pour l'investisseur, c'est que ce contrat-là, que je viens de vous décrire, l'option coûte très cher, donc tout le monde ne peut pas l'acheter, hein, parce qu'il n'est pas fou. S'il sait qu'à un moment donné, il va devoir lâcher 500 millions, tant qu'il ne les lâche pas, il veut récupérer, il veut vendre cher son contrat, donc les options coûtent de l'argent. L'inconvénient, c'est que là, il y a un risque de défaut, c'est que les 500 millions ne sont pas mis de côté, en tout cas pas sur ces contrats-là. Du coup, si l'investisseur qui a acheté mon contrat disparaît dans la nature, je ne vais pas les récupérer les 500 millions au moment où j'en aurai besoin. Donc il y a aussi des limites. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai dépassé mon temps. Je suis désolée. Donc, en une phrase... c'est difficile de résumer toutes ces choses-là, donc on essaie de le faire avec des exemples parce qu'évidemment il y a toute une technique financière derrière, il y a énormément de problématiques juridiques et dans les entreprises ce sont les juristes qui vont voir les entreprises spécialisées pour signer ces contrats-là. Donc l'économiste lui s'intéresse plus à l'instrument, donc j'espère que j'ai pu au moins vous donner un peu l'idée, le sens de l'intérêt à ne pas bannir les marchés financiers, même si parfois ils font des bêtises, mais dans ces cas-là, ils peuvent aussi nous aider pas mal sur le plan financier. Voilà, merci beaucoup. Merci.